Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment créer une marque et comment créer une marque qui a un impact ? Nous recevons aujourd'hui Anna Bory, cofondatrice de Milo, avec 2 O. Milo, ce sont des vélos électriques avec des grosses roues qui sont conçus pour la Suisse, comme on peut le lire sur le site internet milo.com. Mais en réalité, c'est bien plus que juste des vélos électriques avec des grosses roues. C'est une start-up qui innove dans la mobilité. On parle construction de marque, positionnement prix, réseau de distribution, innovation et création de valeur. Alors bonjour Anna, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors bonjour Cyril, mon nom est Anna Bory, je suis tout ce qu'on peut dire de plus suisse, originellement vaudoise, genevoise, grisonne, tessinoise, grandie dans le canton de Vaud, et je suis la fondatrice de Milo, les vélos électriques, et je suis revenue dans notre pays pour essayer d'aider un peu à bouger la mobilité. Entre Lausanne et Milo, dis-nous un petit peu ton parcours professionnel pour être arrivé là. J'ai fait mes études à HEC Lausanne, et puis ensuite, donc j'étais aussi pleine de rêves à cette époque. Et bon, peut-être encore toujours aujourd'hui, mais différemment. Et j'ai assez vite réalisé que bien que j'adore notre beau pays, il se passait pas forcément grand-chose. On est en quelle année là ? Début des années 2000. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a bien changé, le truc à faire, c'était de partir à New York. C'était vraiment, je vois toute une génération de mes amis, on est tous partis là-bas. Et donc, je me dis, comment est-ce que je vais aller aux États-Unis ? C'était hyper difficile, impossible d'avoir un visa, etc. Donc, je réalise que c'est plus facile si on fait des études. Alors, je m'inscris dans un master. J'avais étudié à HEC Lausanne informatique de gestion. On dirait pas, mais donc j'étais une codeuse, j'étais la seule fille dans ma classe. Mais je trouvais quand même que le marketing, c'était un peu plus cool. Et donc, je dis, OK, je vais m'inscrire dans un master en marketing. J'applique, je fais les milliers de tests que je rate plein de fois, mais que je finis par réussir. Et je m'envole pour les États-Unis. Et je finis du coup par y rester 4 ans. Je fais mon master et je trouve ensuite un travail, j'ai mon visa, etc. Ensuite arrive la crise de 2007-2008, que je vis du coup en plein fouet. C'est-à-dire que l'euphorie d'avant la crise et la crise, de voir tous mes amis qui perdent leur travail. Et aux États-Unis, on est payé toutes les 2 semaines, ce qui fait qu'on est aussi virable toutes les 2 semaines. Et donc tous les 2 vendredis, dans le mois, on se cachait sous sa table pour essayer, comme si ça avait un impact, mais on essayait d'éviter la RH qui venait vous taper sur l'épaule en disant que c'était fini pour vous. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu mon emploi à ce moment-là, mais on m'a proposé de transférer à Singapour avec la boîte de publicité avec qui j'étais à l'époque. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité parce que je voyais bien que c'était que tous mes rêves, tout ce qui m'avait amené aux États-Unis allait disparaître pendant plusieurs années. Et donc j'ai pris mon sac et je suis partie à Singapour, qui à l'époque l'Asie c'était quand même plus protégé que l'Europe et les États-Unis sur cette crise. Et j'ai fini par y rester 8 ans. De l'agence dans laquelle j'étais, un de mes clients était Audi, les voitures. Donc il faut savoir que je suis une passionnée de vitesse. Donc voiture, j'ai fait de la conduite surtout sur glace, dans le désert, sur circuit. J'ai eu mon permis moto, je faisais de la compétition de ski. Donc c'était un monde que j'aimais assez naturellement. Et donc un jour, ils m'ont proposé, que c'était un de mes clients, de venir travailler pour eux à Singapour. Donc j'ai dit OK, trop bien. C'est un rêve, j'ai sauté. Et du coup, après j'ai gravé les échelons en marketing jusqu'à devenir directrice marketing. J'y suis restée 8 ans. Ce qui est chouette, c'est que c'est un peu comme la Suisse, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit géographiquement qui rayonne sur toute l'Asie du Sud-Est. Donc c'était très intéressant. Mais au bout d'un moment, j'étais là, OK, quelle est la prochaine étape ? Et Audi vient me proposer de déménager en Chine. Alors, normalement, les gens font les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par ce qu'il y a de plus dur, puis on finit par ce qu'il y a de plus facile. Moi, j'aime bien faire les choses dans l'autre sens. Donc j'ai commencé par ce qu'il y a de plus facile, et puis pour aller ensuite en Chine. Je suis passé du plus petit pays, officiellement, au monde, en tout cas dans le monde d'Audi, au plus grand. D'une équipe de 5 personnes à une équipe de 150 personnes. Donc voilà, et on nous a, si vous voulez, la maison mère de Audi en Chine est basée à Changchun, qui est entre la Corée du Nord et la Russie, où il fait moins 40 l'hiver, pour vous donner une idée. Tout le monde parle chinois, donc j'avais une interprète qui me traduisait tout, parce que l'anglais c'est impossible. Vous allez au Starbucks, vous commandez un americano, ils vous regardent avec des yeux ronds. C'est le niveau. Donc c'était le choc culturel total. Heureusement que ça faisait déjà 8 ans que j'étais en Asie, que je comprenais déjà certains codes et qui m'ont permis de survivre. Et ça a été 2 ans absolument fantastiques.
parce que la Chine, je pense que ça déconstruit tout ce que vous avez appris et ça vous reconstruit une autre logique. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, enfin voilà, garder votre héritage plus arriver à comprendre ce qui se passe là-bas, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, c'est fou. Alors si on parle juste d'innovation qui m'a un peu amené du coup après à lancer Milo, c'est-à-dire que c'est la manière fondamentalement différente de penser. En Europe, pour lancer une innovation, quand vous voyez quelque chose dans un magasin ou dans un article de journal, c'est quelque chose qui a été développé pendant des années, il y a eu des licences, il y a eu des tests, il y a eu des homologations, et ensuite on lance. En Chine, en tout cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous lancez, il y a 50 000 idées, mais vraiment des trucs fous. Vous dire, mais c'est complètement ridicule, mais ça se lance sans aucune norme, ce qui fait que ils ont du coup l'étiquette de pas bonne qualité, parce qu'au fait, c'est pas autant pensé que chez nous. Simplement, au fait, il y a les 3/4 qui ratent, mais ce qui réussit, du coup, ils le développent. Et du coup, après, ils développent des lois aussi autour, etc. Et donc, ça fait qu'il y a une démystification de la créativité et de penser un peu de manière folle. Et quand vous êtes là-bas, c'est du entertainment toutes les semaines. Ouais. Et du coup, alors après ces 2 ans en Chine, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, le fait que c'était pas évident, hein. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais la vie était très dure. Disons les choses comme elles sont. Et là, Audi me propose de rester, parce que du coup, comme ça faisait longtemps que j'étais en Asie, je m'adaptais bien, etc. Donc, ils me disent, OK, tu vas rester, enfin, on te propose de rester. Encore 4 ans. Et avec super promotion et tout. Et là, j'ai eu une petite crise, en réalisant qu'au fait d'avoir un super titre, un super salaire, et tout, ça valait pas d'être heureux. Et j'étais pas malheureuse, mais j'étais loin de ma famille, j'étais célibataire, et en fait, on se demande qu'est-ce qu'on veut vraiment un peu dans la vie. Et donc là, j'ai eu un peu cette crise, et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose. Et puis, ça correspondait aussi j'ai eu un peu une crise de confiance dans l'automobile, qui est pourtant une industrie que j'adore, et au fait, ce qui m'a amené à rester dans la mobilité, hein. Mais je voyais bien, parce que une voiture, ça prend 8 ans à développer. Donc, j'avais tout, encore ce qui sort maintenant, je l'ai vu à l'époque. Donc, je me suis bien rendu compte que dans un horizon de 8 ans, il y allait rien qui allait se passer, qui allait avec les innovations que je voyais, avec, notre génération, ce que demandaient les jeunes, etc. Il y a de moins en moins de gens aujourd'hui qui ont leur permis de conduire, et donc ça m'a un petit peu dérangé. J'ai un peu perdu mon espoir, et ça m'a poussé à du coup changer quand j'ai eu un jour un appel d'une industrie complètement différente, dans le luxe, qui m'a proposé de rentrer à Genève. Alors, ne jamais dire jamais, parce qu'après 15 ans où je disais qu'il se passait rien en Suisse et que voilà, j'étais très très heureuse de rentrer. Je suis rentrée, j'avais encore 3 grands-parents alors que je pensais avoir personne. J'avais toute ma famille qui était là, et donc voilà, j'ai fait le saut et j'arrive à Genève en 2019. Du coup, tu travailles pour qui en 2019? Alors, j'ai travaillé pour Cartier. En marketing. Alors ça, c'était autre chose parce que j'avais ma mère qui travaillait dans les bijoux aussi, historiquement. Donc c'est vrai, on parlait tout à l'heure comment on est influencé par ses parents. Donc c'est sûr que pour moi, j'étais là, waouh. Alors l'automobile, c'était voilà, c'est le cœur. Et puis ça, c'est quand même génial. Je pourrais faire un peu, comme dans le même univers dans lequel j'avais un peu grandi, etc. Donc c'était super. J'ai aussi fait à peu près 2 ans. Par contre, je pense qu'il y a 2 choses fondamentalement qui m'ont énormément manqué. C'est-à-dire que j'arrivais d'un monde où vous devez parler du futur tout le temps, dans l'automobile, dans la technologie, etc. Vous devez faire rêver. C'est comme Tesla qui présente leurs modèles qui vont peut-être jamais sortir, mais c'est pas grave, ils en parlent. On parle de l'intelligence artificielle, les voitures téléguidées, etc. Et au fait, là, tout d'un coup, et puis dans un monde très basé sur les performances, parce que si vous performez pas, il y a peu de marge, etc. Et là, je rentrais dans un monde où, au fait, surtout, il faut pas changer. Parce que là, on se dit, allez, dans 10 ans, quand j'aurai du succès, je vais m'acheter ma Royal Oak. J'ai pas envie qu'elle change, la Royal Oak. J'ai pas envie que ma montre de Cartier, elle change non plus. Donc, et dans une industrie qui a tellement de marge, qu'au fait, l'erreur n'était pas forcément si catastrophique que dans mon ancienne expérience. Donc, si vous voulez, tout mon système de valeurs qui était de penser toujours hyper loin, de vouloir changer les choses et d'être basé sur des résultats, etc., était complètement chamboulé dans un nouvel univers. Qui est magnifique, hein, mais ça me correspondait moins. Et je pense que ça a été un peu le déclencheur en me disant, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment? La mobilité, pour moi, c'est presque la maison. Enfin, c'est normal, je le vis, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là où j'ai rencontré Daniel, qui a un peu amené la dernière pièce du puzzle pour lancer la boîte.
Et la boîte, du coup, c'est quoi? Pour revenir à avant, c'est vraiment ce qu'on aime dire, c'est une boîte de mobilité. Et ça, j'aime bien faire référence toujours à Nokia ou Kodak, au fait, qui ont disparu parce qu'ils sont basés sur la photo, enfin la pellicule, si vous voulez, et le téléphone portable, au lieu de penser à la communication et la photographie, qui en soi vont évoluer. Et pour moi, c'était le next step naturel de la voiture, au fait, aux deux roues. Au fait, je vends la même chose. Enfin, ce que je fais de la même chose. C'est juste, ça a une forme différente. Et peut-être que dans 5 ans, on fera des drones. Enfin, on sait pas. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on touche un sujet plus grand. Et c'est un peu maintenant on a aussi, si vous voulez, quand on a lancé, on avait des grandes idées avec Daniel de lancer quelque chose de recyclable, d'avoir une énergie autonome. Enfin, il y avait des sujets beaucoup plus importants, enfin, à nos yeux, que juste un véhicule. Et au fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on n'a pas une marque, on ne peut pas innover. Donc vous avez une idée, vous voulez changer quelque chose dans une industrie, vous pouvez pas aller vers une marque de vélo en disant mais vous voulez pas faire ça? Non, enfin, ou alors au pire ils prennent l'idée puis ils la copient. Donc en fait, on s'est rendu compte que pour arriver à notre vision vraiment d'avoir un impact sur la mobilité en tant que telle, il fallait qu'on lance une marque, qu'on ait un peu de crédibilité, etc., et suffisamment de volume pour ensuite pouvoir lancer des innovations sur nos propres modèles pour éventuellement un jour avoir un impact plus grand. Arrête-moi si je me trompe, mais entre le moment où vous décidez, toi et Daniel, de démarrer l'aventure Milo et le premier vélo Milo qui est en vente, le temps il est relativement court, non? Ça avait commencé en 2018. Après, on a eu le vélo en 2020, puis le Covid est arrivé. Je te dirais, entre 2018 et 2020, ce qui a été essentiel, c'est qu'on pouvait voyager. Donc, on a pu faire plein de prototypes. Parce qu'après, pendant le Covid, ça a été bloqué jusqu'à l'année passée, on pouvait pratiquement pas voyager. Donc, on a aussi changé de modèle 50 fois. Hein. Au début, on voulait faire que des trottinettes. Heureusement qu'on a fait un vélo. Oui, et puis notre business model. Donc là, tu as utilisé toute ton expérience en Chine pour être côté hyper agile, essayer, voir que ça fonctionnait pas, changer, modifier, etc. Mais au final, on est d'accord. Par rapport au cycle de la voiture, on est sur un cycle beaucoup plus court. Ah, c'est clair. Mais ça, honnêtement, alors, il y a deux choses. Il y a nous, aujourd'hui, qui avons cette manière de fonctionner, qui a un certain impact et qui est lié à notre réseau de fonctionner, en fait, de production et de distribution. Mais l'industrie traditionnelle du vélo, ça leur prend 3-4 ans. Entre le moment où ils préparent un vélo et le moment où il arrive, ça prend une tonne de temps. Et comment tu expliques la différence de Milo par rapport au reste du marché? Pourquoi vous arrivez à faire plus vite? Alors, je dirais le numéro 1, et ça, c'est la vraie question, parce que maintenant, on commence, peut-être juste pour montrer, on commence à engager des gens de l'industrie, et c'est marrant en les amenant dans notre monde, ils disent maintenant je comprends. Donc pour répondre à ta question, Laurent, au fait c'est fondamental par rapport à la structure de comment notre industrie est construite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des usines de pièces détachées telles que Bosch, Shimano, etc., qui sont de manière intéressante très connues, parce que si vous voulez, ou peut-être même si je peux faire un step encore avant, c'est-à-dire que le vélo historiquement maintenant, enfin tel que nous on l'a vécu, c'est un vélo de loisir. Donc au fait, ceux qui faisaient vraiment du vélo musculaire, comme Cyril par exemple, c'était c'est des passionnés et du coup ils le font pour faire de l'exercice, ils sont très déterminés sur ce qu'ils veulent, sur leur performance, etc., etc. Le monde du vélo électrique, c'est pas du tout, il y a tout le monde qui rentre dedans. Mais donc historiquement, en fait, même les gens assemblaient leur propre vélo. Donc il y a une multitude de marques qui finalement faisaient peut-être un cadre et qui pouvaient avoir des pièces à différents prix, etc. Mais donc dans ce contexte, si vous voulez, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les vélos sont très connus pour leurs pièces détachées. Donc les gens disent c'est un vélo Bosch? Non, c'est un vélo Milo. Enfin, est-ce que vous demande la marque de votre moteur de voiture? Non, vous dites c'est le Mercedes. Donc en fait, voilà ça, si vous voulez, avec et c'est principalement dû au fait que l'innovation n'est pas venue de l'industrie du vélo. Si vous regardez vraiment, c'est venu toujours des pièces détachées. Donc on a ce contexte. Ensuite, on a des marques qui finalement assemblent, mais qui n'étaient pas très fortes. C'est pour ça que quand on demande aux gens, il y a quelques marques qui sont connues si vous faites du vélo. Et maintenant, ça devient plus connu parce que les gens se mettent au vélo électrique. Donc, il y a beaucoup plus d'associations par rapport au monde de l'automobile. Mais sinon, franchement, vous demandez à quelqu'un dans la rue une marque de vélo, les gens, ils savent à peine dire ce que c'est. Donc, des marques pas tellement puissantes. Et ensuite, un réseau de distribution qui était surtout basé par des petits revendeurs, qui étaient très puissants parce que eux, au fait, avaient le contact avec la clientèle. Et pour vous donner une idée, encore récemment, je parlais à des revendeurs qui disaient que les marques de vélos faisaient exprès de casser, si vous voulez, d'encourager des petits revendeurs
malgré les grandes chaînes comme Cyclissimo, etc. Parce qu'au fait, quand une marque dealait avec un revendeur qui avait une grande chaîne, il perdait de la marge. Donc, il préférait vendre à multitude sans petits revendeurs parce qu'il gardait plus de marge que de vendre une grande chaîne. Donc, l'industrie était complètement, si vous voulez, polarisée avec des fabricants de pièces détachées et des revendeurs. Et après, ce qui s'est passé avec ces deux grandes forces, c'est-à-dire que l'industrie s'est développée. Les revendeurs ont dit, OK, nous, on a la vente. Donc, pour vendre, j'ai envie, parce qu'après, vous êtes responsable du service. Hein, le vélo, vous vivez avec, on parlait tout à l'heure, c'est entre 2 ans et 10 ans. Donc, le client, si vous lui vendez quelque chose qui va pas, il est à votre porte. Donc, les revendeurs qui avaient cette responsabilité ont commencé à dire aux producteurs de pièces détachées, OK, tu me fais un moteur qui fait ça, tu me fais des freins qui sont comme ça, etc., etc. Donc, au fait, ils ont complètement bypassé les marques parce que les revendeurs ont commencé à dire, moi, je vais vendre qu'un vélo s'il a telle pièce et telle pièce et telle pièce. Donc, si vous voulez, il y a eu un espèce de boycott. Donc, la marque, votre pauvre marque, vous étiez voilà, un vélo Bosch, un vélo Shimano, etc. Parce qu'en fait, vous aviez pas votre mot à dire dedans, avec des marges assez réduites. Donc ça explique vraiment, voilà, comment l'industrie s'est développée. Et pour l'innovation, vous êtes complètement dépendant du coup de ces grosses marques. Et aujourd'hui, quand nous on a commencé, pour vous donner une idée, bien sûr, on voulait travailler avec Bosch parce que c'est tout le monde adore ça et on parle que de ça en Europe. Mais ils nous ont dit, vous êtes tellement petit, on va vous donner tel modèle, qui au fait est terrible parce que ce modèle, il est pas du tout intéressant par rapport à tout ce qui se vend sur le marché. Donc au fait, on n'avait aucune chance. Donc on a dû, pour innover, et c'est mon point par rapport à mes collègues qui arrivent de l'industrie, pour innover, on a dû aller chercher de l'innovation qui sont en dehors des sentiers battus ou des sentiers normaux, si vous voulez, en prenant le risque, parce que vous êtes responsable maintenant pendant des années vis-à-vis de vos clients et de la qualité et de la garantie, etc. Et de faire des choses complètement différentes. Et c'est une des raisons pourquoi on a pu se lancer rapidement, c'est parce qu'on a notre propre réseau de distribution. Si on était dépendant des revendeurs, on n'aurait aucune chance. Et en plus, ils nous boycotteraient. Donc aujourd'hui, 100% des vélos Milo sont vendus par Milo. Je dirais 95%, oui. La première année, on a quand même dit, on va essayer de trouver des revendeurs parce que ça correspondait bien. C'était juste l'après-Covid. Parce qu'après, on a lancé pendant le Covid, puis tout s'est frisé. Enfin, tous les magasins ont fermé, il se passait plus rien, etc. Donc ça, c'était difficile. Puis ça a réouvert. Et puis là, il y a eu tout d'un coup une floraison de plein de petits revendeurs parce que ça devenait à la mode. Autant tout le monde a surproduit que voilà. Et donc ça, des petits revendeurs qui nous ont pris, qui entre-temps ont tous fermé. Donc on est passé, puis après on a aussi rendu compte, ce qui est très difficile, c'est que les revendeurs, si vous voulez, les mécaniciens, il y a eu une telle explosion que de points de vente, qu'il y a eu pas assez de mécaniciens. Il y a 10 CFC gradués par année en Romandie, par année. Enfin, il y a 50 magasins de vélo à Genève, donc il y a un vrai problème de talent et de pénurie. Donc, si vous voulez, il y a quelqu'un qui s'improvise revendeur de vélo, il engage quelqu'un qui s'improvise mécanicien, puis votre vélo, il a un problème de base, le gars, il est incapable de le réparer, votre marque, elle est fichue. Parce que personne va se dire, c'est le mécanicien qui a un problème. Non, c'est le vélo. Et le mécanicien aussi, dans sa méconnaissance, il va forcément blâmer le vélo, puis il va dire, non, mais ça, tout l'air, c'est pas du Bosch, c'est sûr que ça allait rater. Donc, au fait, on s'est rendu compte assez vite, on a grandi, puis on a dit, ouh là, on va se manger complètement. On rapatrie, ou alors on garde des partenaires qui ont une vraie connaissance mécanique, qui sont capables d'aller au-delà de telle et telle technologie, et pour contrôler l'expérience client. Et c'est vraiment ce qu'on a fait là aujourd'hui, parce qu'on a maintenant nos produits, on a plus de 1000 vélos, et puis on a surtout des produits qui sont hors garantie, qui pour nous étaient le grand. Enfin, quand vous vendez un vélo, vous dites, vous voyez le client partir, vous dites, ok, là j'ai 2 ans à attendre pour savoir si je vais devoir dépenser le même prix que je lui ai vendu, en étant sûr que ça soit par rapport à la qualité du vélo. Et donc là, nos vélos tiennent, la qualité est bonne, on a des bonnes revues, mais vous savez pas vraiment. Enfin, vous espérez, vous faites toutes les les décisions que vous espérez être les bonnes, en fait, au moment T. Là, tu as évoqué les revendeurs qui fermaient les uns après les autres. Peut-être c'est l'occasion, que tu nous parles un petit peu, de nous expliquer pourquoi le marché du vélo est en difficulté en ce moment. Alors oui, déjà, je pense que tout le monde le sait, le Covid a vraiment changé tout. C'est comme si on était tous en train de jouer une partie de poker et puis tout d'un coup on vous a pris toutes les cartes et puis on les a redistribuées puis hop, on rejoue. C'était une industrie qui était très très stable, qui grandissait bien. Comme j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, nous quand on a commencé, on a placé des commandes, on mettait 20% de dépôt pour payer. Quand vous avez quand même un produit qui coûte plus que 1000 francs,
comme cost of goods sold. Si vous en commandez, 1000, c'est 1 million. Ça chiffre très vite en termes de combien d'argent vous devez tout d'un coup sortir. Donc, on a réussi à placer des petites commandes avec un 20%. On pouvait arriver à les prévendre. Donc, on recevait l'argent du client et ensuite on payait. Puis ensuite, comme on recevait plus, on arrivait à placer les commandes d'après. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis on a eu la chance, nous, de vendre en direct, donc on recevait l'argent tout de suite. Les marques traditionnelles, il y avait des revendeurs qui avaient des crédits jusqu'à 18 mois. Donc c'était vraiment une industrie qui vivait complètement à crédit du début à la fin. Ensuite est arrivé le Covid, donc tout le monde a commencé à... tous les stocks ont été vendus. Placer des commandes énormes. Donc aussi, les revendeurs ont empoché, ont pas forcément payé les marques, mais du coup, ont placé plein de commandes. Les commandes ont commencé à arriver, mais il faut bien savoir que les usines étaient fermées. Donc pendant 18 mois, on a fonctionné quand même à moyen régime. Donc il faut aussi dire que pour nous, les 2 années, je dirais, 2020, même jusqu'à début de l'année passée, donc 2020-2022, c'est des années où il ne s'est rien passé en termes d'innovation. Ils ont juste rétroproduit toutes les commandes qui ont été passées en 2020-2021. Et donc, si vous voulez, tout le monde a surcommandé, sachant qu'on était, enfin pas nous, mais les revendeurs étaient livrés à 50% du volume qu'ils avaient commandé. Donc tout d'un coup, tout le monde a été livré. Après coup, donc ils ont surcommandé, donc ils ont reçu une surcommande surproduction de ce qu'ils avaient besoin en fait. Et ils les ont reçus trop tard. Encore cette année, je parle du mois passé, on discutait avec un de nos partenaires qui nous disait qu'ils ont reçu maintenant les modèles 2022. Donc maintenant, fin de saison, donc c'est complètement ridicule, et qu'ils annulent toutes les commandes de 2023. Donc il y a même une année qui n'existe plus. Donc oui, il y a, si vous voulez, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est un problème de l'offre, c'est pas un problème de la demande. C'est-à-dire que oui, le Covid est passé, mais si vous regardez les chiffres de 2023, ils sont quand même supérieurs à 2019. Donc si on enlève le pic, ça monte. Et puis on voit les infrastructures sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Mais c'est vraiment une crise de l'offre. Et dans tout ça, Milo, comment ils s'en sortent? Alors on rame évidemment, mais et puis c'est dur parce que encore samedi passé, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui vient me dire, elle me dit oui, la personne elle veut 20% de discount, sinon elle achète pas. Ou sinon, elle va chez Cyclable parce qu'eux, ils le font ou ils vont ailleurs. Alors, vous faites quoi? C'est horrible, ça. C'est-à-dire nous, comment on s'en sort? On a la chance de pouvoir contrôler notre production et contrôler notre distribution. Sinon, je pense, honnêtement, on serait plus là. Premièrement, parce que tous nos revendeurs auraient fait faillite et puis on serait la dernière de leur priorité. Ils seraient pas en train de nous recommander des modèles pour l'année prochaine. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et vous aurez peut-être pas payé non plus. Exactement. Donc ça, c'est sûr que si vous voulez, le pari qu'on a pris au moment où on a commencé, en fait, on avait vu cet écosystème et on a dit, OK, ça peut pas fonctionner, il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'à la base, nos produits sont différents, mais on avait dit, on va produire et vendre de manière différente. Ce qui est, pour les raisons comme de qualité, comme j'en avais parlé avant, mais aussi parce qu'on dit c'est une aberration, ça a pas de sens. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, Specialized, ils ont racheté Cyclissimo, et les marques sont en train, il y aura une épuration, hein. Je pense qu'on va perdre 50% mon estimation, 50% des marques, et puis les revendeurs vont aussi, et les marques vont reprendre, en fait, ce contrôle, parce que ça a pas de sens. Specialized, ils ont arrêté de travailler avec Bosch, et ils sont en train d'acheter leur magasin. Donc ils sont en train de pas faire comme nous, parce que on est de loin pas les innovateurs là-dedans. Je veux dire, c'est assez commun dans plein d'industries, mais c'est vraiment la tendance. Et donc voilà, si on n'avait pas pris ce pari dès le début, je pense que aujourd'hui, c'est sûr qu'on serait pas là. Donc aujourd'hui, cette crise, c'est aussi peut-être une opportunité pour Milo de pouvoir résister et du coup être une des marques qui va survivre à tout ça. Alors c'est ce que je dis souvent à mon associé et à l'équipe, je dis il faut qu'on tienne, ça va encore durer au moins 12 mois, donc en 2024 ça sera aussi très dur. Ceux qui tiennent, ça sera le jackpot après, parce qu'il y aura une épuration et puis la demande elle reste là. Donc c'est sûr, donc on a de la chance d'être un peu plus agile. On est aussi bien soutenu, soyons honnêtes. On fait tout pour contrôler nos coûts. Donc on fait vraiment très très attention. On essaie de devenir plus efficace, etc. Mais on est aussi en phase de croissance. Donc en fait, l'opportunité, pour répondre à ta question, c'est il faut construire la marque maintenant. Parce que là, tout le monde est en train de détruire sa marque. Avec liquidation totale, moins 50%. Il y a, par exemple, une catégorie qui va devenir absolument... On est en train de sortir, en fait, de certaines catégories de produits parce que ça sera plus viable. Et quand vous changez les prix à moins de 50% pendant une durée de, entre 1 et 2 ans,
plus jamais vous allez revenir au niveau de prix que vous payez à l'époque. C'est fini. Donc il y a des catégories de produits qui n'auront plus jamais la valeur qu'elle avait avant. Et ben dans ce cas-là, moi je suis pas rentable en produisant en Suisse. Donc ça joue pas. Un 25 km/h qui va être en moyenne à 2000 francs, ça a pas de sens. Mais ça sera c'est ce qui est déjà en train d'arriver, hein, et ça va être le futur. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a changé. Alors la chance a fait que notre spécialité, c'est des modèles plutôt high-end où on a beaucoup plus de marge. Donc malgré la perte de marge, on peut survivre. Et surtout, on a décidé de se repositionner dans des segments qui sont beaucoup moins crowded dans la compétition, donc des nouveaux segments qui émergent, qu'on voit où on peut protéger la marque et continuer. Et deuxième point, et continuer à construire. C'est-à-dire que là, on a fait une annonce la semaine passée qu'on allait lancer un vélo en capsule recyclée avec Nespresso. Hier, vous êtes les premiers à savoir, on a signé Marco Odermatt comme ambassadeur de la marque. Donc on était à Zurich. Donc l'opportunité qu'on voit, c'est de dire, nous ça va, on construit, on continue à grandir, on crée de la valeur au lieu de détruire, parce que ça va coûter très très cher. Et là, c'est tout ton historique d'une personne qui a travaillé dans la marque, en fait, qui ressort. Ouais, alors j'ai été bien traumatisée chez Audi parce que malheureusement, et j'adore, ça reste ma marque préférée, hein, mais si vous regardez, malheureusement, ils font tellement de rabais que pour la même valeur, hein, le même prix affiché, une Audi, une Mercedes, une BM, tout le monde ira chez Audi et demandera plus de discount. Et ça, c'est malheureusement mondial. En Chine, on se battait, mais comme des fous. Et le problème, c'est que quand vous commencez à faire ça, vous dépensez tellement d'argent en marketing pour essayer de changer l'image, pour que les gens soient d'accord, mais c'est fichu. Donc j'en ai souffert. Si vous voulez, pendant 10 ans, j'ai travaillé pour eux. Je me suis battue pour essayer de remonter l'image. Elle est très bien, selon moi, mais pour eux, il fallait qu'elle soit au même niveau que Mercedes, en termes de prestige, etc. Et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, et sans succès, vraiment tangible. Et donc, j'ai toujours dit à Daniel, mon associé, j'ai dit, s'il te plaît, on ne tombe pas là-dedans, parce que c'est ingérable après. Donc j'essaye, hein. Je dis pas que je réussis, mais j'en suis consciente en tout cas. Et comment vous avez fixé le prix du premier Milo? Avec Pascal. Pascal, c'est ton coach Genilem, mais comment on se dit, je vais le vendre à 4500, à 5200, on fait quoi? On regarde les autres, comment on se positionne par rapport à ça? Alors, pour être très honnête, c'est une histoire assez marrante, parce qu'avec Daniel, à la base, en voulant changer le système de production, on s'était dit, on va couper les marges, parce qu'un revendeur vous prend, 50-60% de marge, puis les pièces détachées vous prennent aussi. Donc, en fait, le prix du vélo que vous achetez, il y a pas beaucoup par rapport au cost of goods sold qui est dans le prix du vélo. Donc, à la base, on s'était dit, on va mettre on va aller pour du volume, et avoir un prix beaucoup plus bas. Ça, c'est quand on a rencontré aussi Pascal, qui nous a dit, donc notre coach, heureusement d'ailleurs qu'il a été là, mais il nous a dit, mais vous êtes complètement fous, ça a aucun sens. Et au fait, là où il avait complètement raison, c'est que c'est hyper triste, mais quand vous êtes pas cher, les gens ils vous font pas confiance. C'est aussi simple que ça. Ils disent, ah non, ça doit être de la merde. Alors que pour la même qualité, hein, vous augmentez votre prix de 2000 francs, les gens ils vous font confiance. Donc après, au fait, donc on a réalisé, au fait, pour ce genre de catégorie, quel a été le prix psychologique. C'est pour ça qu'on n'est jamais trop cher. Il y a beaucoup de gens qui disent, waouh, je pensais pas que vous seriez autant alignés sur le marché, parce que c'est pas nos valeurs de profiter ou de vendre quelque chose qui a pas à la bonne valeur. On veut toujours donner le meilleur rapport qualité-prix. Et avec ça, au fait, on a réinvesti pour des composants de meilleure qualité, pour un assemblage suisse, pour une équipe. Au fait, on a pris cette marge puis réinvesti pour avoir plus de valeur au total. Et donc vous avez comparé avec les prix des autres ou pas? Au fait, on a comparé à valeur égale de composantes, si vous voulez, par rapport à un moteur comme ça, par rapport à ce type de frein, par rapport à ça, quelle est la valeur sur le marché? Et puis aussi, vous avez la somme totale des pièces détachées. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous pouvez tout acheter en pièces détachées, hein. Mais si vous prenez la valeur totale des pièces détachées, quelle est la valeur du vélo par rapport à la valeur à laquelle on vend? Il faut essayer être cohérent par rapport à ça et cohérent par rapport à la catégorie. Donc oui, ça a été. Et puis après, vous tâtez. Là maintenant, on est plus ou moins. Enfin, on sent, parce que vu qu'on a nos propres magasins, donc la réaction des clients, on l'a tout de suite, hein. Donc si on se trompe, on le sait. Et puis maintenant les prix baissent, donc c'est. Vos prix aussi ou les prix du marché, tu dirais? Alors on a fait tout pour pas baisser nos prix, parce que comme je disais, pour moi c'est la destruction de tout ce qu'on a créé, de la marque. Maintenant c'est sûr que on est obligé d'être concurrentiel, donc on est obligé de faire des offres, des petites tactiques par-ci par-là. À part le prix
et maîtriser son réseau de distribution, donc avoir vos propres magasins et la vente en ligne, comment on construit une marque? Alors, de manière intéressante, on a fait le pari d'aller premièrement sur le facteur confiance. C'est-à-dire que, en plus en Suisse, on a vraiment choisi le marché le plus difficile parce que les Suisses, ils vous font confiance quand vous êtes là depuis 5 ans. Avant ça, vous êtes inexistant. C'est vraiment, c'est hyper intéressant. C'est l'opposé de tout ce que j'ai toujours eu, où aux États-Unis ou en Asie, au fait, on achète l'innovation, puis c'est pas grave si ça casse un peu, mais voilà. Mais ça fait partie de la, je sais pas, de la stimulation intellectuelle, du plaisir, etc. Alors qu'ici, on est un peu anti-innovation. Et du coup, ce qui est super dur, c'est que, juste une petite parenthèse, c'est tout le monde vous déteste quand vous êtes différent. On a tout entendu. On dit c'est quoi ce machin, c'est pas un vélo, c'est n'importe. Enfin, on en a tout pris. Et puis cette année, pour finir, on a fini par lancer, l'année passée, on a lancé un vélo avec des roues un peu plus fines parce qu'on a on est assez connu pour nos roues assez larges. Puis on a lancé le 45 en roues plus fines, parce qu'on nous a demandé 50 000 fois. Mais on en a vendu 5. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens vous détestent quand vous êtes différent, mais dès que vous voulez être comme tout le monde, on vous aime plus. Donc ça c'est un paradoxe. Mais comment est-ce qu'on construit la marque? Donc on a fait certains paris, c'est-à-dire que premièrement, il y a le produit lui-même, mais ça vous donne aucune confiance. Enfin, les gens vous connaissent pas, donc ils savent pas. On a pris des magasins bien placés. Donc Genève par exemple, on est au Bourg-de-Four, Lausanne, on est à la rue Saint-François. Automatiquement, les gens disent mais s'ils sont là, ça doit pas être n'importe quoi. Premièrement, et je peux vous dire, un loyer coûte bien moins cher qu'une campagne marketing. Donc, en termes d'investissement, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Et ensuite, on a commencé à faire beaucoup d'associations. Donc, très vite, la première année, on a réussi à faire des activités avec Tesla, par exemple. Ensuite, après, cette année, on a fait avec Mycorn, ensuite on a fait avec Nespresso, mais on a commencé à trouver des marques, à faire des activités qui, tout d'un coup, et à s'associer. On était avec, par exemple, des clubs de golf, des clubs sportifs, à essayer de rentrer dans la vie de nos clients, pour qu'ils commencent à se dire waouh, ok, si fait partie de ma vie, c'est peut-être quelque chose pour moi. Et donc ça a vraiment été créer la confiance. Après il faut que le produit suive et que l'équipe suive, mais c'est vraiment ça, et pas mal de RP parce que les médias restent quand même une source d'information où les gens font confiance. Donc c'était vraiment ça le plus important, c'est que les gens ils se disent ok, je peux faire confiance, surtout dans un contexte suisse où c'est très très important. On te voit quand même relativement beaucoup. On parlait de donner un peu de sa personne. Pour toi, pour le développement du marque, c'est important que les gens arrivent à associer l'entrepreneur ou disons un des fondateurs avec la marque? Alors pour être très honnête, c'était quelque chose que je voulais pas du tout faire au début parce que j'aime pas du tout ce genre de. Enfin, quand je vois des confrères, je suis là, oh là là, pour qui tu te prends et tout. Je vais être très honnête, et ça c'est un peu triste, c'est peut-être un sujet dont on disait, c'est quand on est une femme entrepreneur, les gens ils adorent parler de ça. Et j'ai très vite compris que, au fait, ça allait aider la marque, et du coup j'ai joué le jeu. Pour être très honnête. Après, je pense que j'aime partager et puis essayer de faire que les gens pensent un tout petit peu différemment à la mobilité. Donc j'aime bien partager, provoquer, etc. Mais c'était pas du tout quelque chose que j'aspirais à faire avant. Est-ce que ça arrive à la Anna entrepreneur de regretter Anna qui était plutôt dans une zone de confort dans son ancien job? À Genève, on est placé au Bourg-de-Four et que les gens commencent à prendre l'apéro à partir de 11h du matin et que je vois ça toute la journée, j'entends toutes les conversations et tout. Des fois, je me dis, my God, je me suis vraiment trompée. Mais non, je pense... Non. La réponse est bien sûr que non. Mais c'est sûr que, waouh, on gagne un tiers de ce qu'on gagnait avant, on travaille 3 fois plus, c'est sûr que ça n'a pas vraiment de sens, mais on le fait pour autre chose. Et pourquoi tu le fais? Là maintenant je commence, et c'est assez intéressant parce que c'est la 3e année, et je disais à Daniel récemment, je disais je pense que là maintenant je prends bien le pli. Là maintenant ça devient un jeu, et ça devient plus fun, et au fait on se rend compte que si on veut on peut. C'est très simple mais c'est fou. Enfin Odermatt on lui a écrit. Enfin, jamais on aurait pensé l'avoir, et puis on a dû passer par un processus de sélection, de savoir si on était intéressant pour lui, etc. Mais au fait, si vous tentez pas, vous avez pas. Et donc ça devient fun de se dire, ok, tout est possible. Et puis si ça marche pas, vous aurez essayé. Il y a des déceptions, mais les premières années, c'était quand même très dur. Je l'ai vécu moins bien, je dirais, que maintenant. Tu nous as dit qu'un des points de différenciation de Milo, c'était votre réseau de distribution que vous avez en propre, et aussi par rapport à la production. Aujourd'hui, vous assemblez en Suisse. Ça, c'est un avantage concurrentiel pour dire aux clients, on a une partie qui est en Suisse. C'est un avantage pour les coûts. C'est pourquoi?
Alors, je dirais, la raison la plus honnête, c'est que c'est un avantage parce qu'on est à côté. Est-ce que c'est un avantage qui a du sens dans le long terme? Je sais pas, parce que ça coûte très cher. Mais pour nous, c'est essentiel avec Daniel d'être à côté. On a eu plusieurs fois des propositions, même de bouger à Fribourg, à Berne, etc. Et en fait, il faut, enfin, si tu veux, on innove encore ce matin. Daniel a reçu une nouvelle pièce de technologie qui voulait tester un nouveau capteur, etc. Il dit ok, je l'amène à l'atelier, ils vont me le tester. En fait, c'est le centre pour nous où on monitore la qualité, si on est proche de tous les services, de savoir ok, il y a telle pièce qui était pas idéale dans ce modèle-là, ok, il faut le changer, donc on informe tout le réseau de services, ok, quand un vélo revient, vous changez. En fait, si tu veux, pour nous, c'est non négociable tant que nous sommes basés et qu'on est encore petit, et qu'on peut pas encore déléguer tout ça, qu'on soit très très proche de cette équipe. Avec Daniel, vous avez une vision de là où vous voulez amener Milo, enfin en tout cas un rêve? Alors Daniel, il répondrait qu'il voudrait être une marque numéro 1 de vélo au monde. Parce qu'il est hyper compétitif. Pour nous, personnellement, c'est d'avoir vraiment un impact sur la manière dont on bouge. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande discussion, c'est vraiment 4 roues, 2 roues, ok, super. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Comment est-ce qu'on se déplace? Quelle énergie? D'ailleurs, on en discute, on dit 2025. Est-ce qu'on va pas introduire le premier vélo avec hydrogène? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'année passée, en début d'année, on a introduit un vélo qui peut se recharger à l'énergie solaire. Donc, c'était lancer le débat sur est-ce qu'on peut tomber sur l'autonomie, surtout pour un petit véhicule, c'est plus facile. Comment est-ce qu'on va peut-être se défaire de ces batteries, qui est quand même un vrai problème. Ensuite, donc l'autonomie énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de comment est-ce qu'on produit aussi? Ça, c'est tout ça que je disais au début. On peut pas avoir un impact si on n'a pas sa propre marque. Et si on commence pas, pendant pas mal de temps, on a réfléchi à faire des modèles où en fait vous pourriez louer votre batterie au lieu de la posséder et puis de la maltraiter quelque part. Et puis au bout de 2 ans, vous dites ok, elle a 50%, donc elle a été abîmée, donc je vais changer, je vais en racheter une. Qu'est-ce que vous faites de cette batterie? Enfin, il y a des problématiques vraiment plus importantes. Je trouve dans la mobilité qu'on pourra toucher le moment venu, quand on sera prêt, quand on aura une force d'impact plus grande, je dirais. Mais pour nous, c'est pas une question de véhicule. Et d'ailleurs, on le dit, c'est pour ça que notre entreprise s'appelle DNA Mobile, et Milo, c'est une des branches, parce que pour nous, depuis le début, on a dit, il nous faut le hardware pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir amener la discussion plus loin. Donc, ça sera une des branches d'une holding. Mais ça, c'est un rêve aujourd'hui. Et pour toi, pour avoir cet impact que tu aimerais avoir sur la mobilité, tu penses que vous êtes obligé d'être plus grand, en fait? Oui, parce que là, finalement, notre impact, il est... Alors, c'est pour ça que, pour le point tout à l'heure d'être dans la presse, alors c'est pour ça j'essaye toujours de dire, mais essayez de penser à la mobilité différemment. On fait ces associations pour que les gens commencent à se dire, en fait, c'est peut-être possible. On essaie de rendre des concepts tangibles. Mais on reste très petit. J'aimerais bien que des marques qui ont beaucoup plus de force de frappe fassent le même genre d'innovation, mais non, ils font des innovations parce qu'ils veulent vendre et faire du chiffre d'affaires. Comme il faut bien survivre, c'est pas une critique, mais aujourd'hui dans le monde du vélo, il n'y a pas beaucoup de marques qui se disent j'aimerais avoir un impact. C'est plus dans l'automobile où ils sont en train de se poser ce genre de questions. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Anna, qui nous a raconté comment et pourquoi elle a créé des vélos électriques différents avec des grosses roues. Anna nous explique que ces vélos sont en fait une première étape. C'est le moyen pour atteindre son but, qui est d'innover dans la mobilité pour avoir un impact. Et pour réaliser cet objectif ambitieux, la première chose que Anna fait, c'est de créer sa marque et de la faire vivre. L'enjeu prioritaire pour Anna est de générer de la confiance auprès de ses consommateurs. Elle le fait en maîtrisant son propre réseau de distribution, mais également en étant au plus proche de sa production afin d'être ultra réactive et de pouvoir continuer à innover et améliorer ses produits. J'ai également aimé écouter Anna sur le pricing, qui doit d'une part être cohérent avec les composants du vélo, mais également avec la valeur que son produit amène dans son marché à ses clients. Et c'est un élément auquel, en tant que coach chez Genilem, on est souvent confronté. Des porteuses et des porteurs de projets qui amènent, grâce à des innovations, des produits meilleurs que ceux de leurs concurrents, mais qui veulent les vendre moins cher. Et c'est ce qu'Anna nous raconte, surtout pour le marché suisse, où le prix joue un rôle prépondérant dans la perception de la qualité. Autrement dit, si votre produit est moins cher, c'est qu'il est de moins bonne qualité. Et enfin, je retiens le partage d'Anna sur l'importance de cultiver la différence de sa marque, son USP. Car comme elle nous le raconte,
Tout le monde vous déteste quand vous êtes différent, c'est les gros pneus dans son cas, mais dès que vous êtes comme tout le monde, on vous aime plus. Voilà, et si vous voulez aller plus loin sur l'importance de construire une marque qui va au-delà de ses produits, je vous recommande la Bible de Simon Sinek, Start with Why, également disponible en français. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à 2 ou 3 de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch.